Océan. Cette société est une entreprise à taille humaine. Elle a été créée en février 2000. Christine et Emilio Marcos. La société Océan représente 182 salariés, 147 véhicules, dont 46 électriques dédiés à la propreté urbaine. Bienvenue dans Tête à Tête. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Patrick ? Eh bien tout d'abord, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de l'émission. Si j'ai accepté l'invitation de cette émission, c'est parce que le sujet, bien sûr, est passionnant et puis je suis bien placée puisque je suis l'élue à l'enseignement, c'était la rentrée scolaire. Donc c'était tout naturel que je vienne répondre aux questions et je vous remercie mille fois de cette invitation. Bonjour, j'ai accepté l'invitation de Patrick, déjà flatté qu'il ait pensé à moi pour cette émission. Nous nous sommes rencontrés fin juin lors du lancement de notre revue annuelle, Le Gard en chiffres, et il souhaitait faire une émission avec moi à la rentrée. Et d'autant plus flatté que c'est avec Véronique Gardeur-Mancel, adjointe à l'éducation sur la ville, à l'enseignement et à la petite enfance, un sujet qui est proche pour moi, proche des enfants, proche de ce mouvement. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Merci une nouvelle fois de nous rester fidèles pour cette reprise de l'émission Tête à Tête qui est enregistrée dans les conditions du direct. Alors merci encore une fois de prendre de votre temps. Nous sommes ici même au restaurant Le W chez Alain Moulin, square de la Couronne à Nîmes. Benjamin Baron, le fidèle, est là également, toujours fidèle, toujours à la vision, très heureux d'avoir du matériel tout neuf. Michel Monteil, l'artiste, le caricaturiste, est en train de faire quelques dessins de nos invités et nos deux invités repartiront avec leurs caricatures. Béatrice, la photographe de l'équipe, est là aussi pour fixer des moments vrais. Nous recevons dans le cadre de cette émission deux femmes qui ont fait l'actualité nîmoise. Véronique Gardeur-Mancel, adjointe au maire de Nîmes et infirmière dans la vie. Bonjour Véronique. Bonjour Patrick. Marie-Christine Dejax, la directrice et de la publication du journal indépendant Le Réveil du Midi. Alors bonjour Marie-Christine. Bonjour Patrick. Patrick est très heureuse d'être présente ce matin. Parfait. À vos côtés. Ah bien, parfait. Nous aussi, ça nous fait particulièrement plaisir de débuter cette émission avec deux femmes. Car nous aimons les femmes. Non, alors, Marie-Christine, première question. Est-ce que le Réveil du Midi est vraiment indépendant ? Oui, pourquoi en douter ? Je suis la troisième directrice donc, de ce journal qui a été créé en 1965 par un dénommé M. Boulet, qui l'a cédé ensuite à M. Ponce et qui me l'a cédé en 1995. Donc bientôt 25 ans que je suis à la tête de ce hebdomadaire et qui reste indépendant. Tu es une autodidacte dans le journalisme. Et je suis une autodidacte dans le journalisme, comme tu dis si bien, parce que issue d'une formation plutôt au secrétariat trilingue, j'ai démarré... C'est un DUG, me semble-t-il. Et j'ai un DUG aussi de droit. Mais j'ai démarré dans une société de franchise du jouet. Donc j'ai toujours été sensible à la petite enfance. C'est un de mes gènes. Et une société de jouets en bois dont certains Nîmois bien sûr se rappellent de l'enseigne à Nîmes, la boutique Hexagone. Et donc en s'occupant de la société de franchise, je devais installer le chalandise de ces boutiques en jouets, petits articles. Très bien. Revenons-en au Réveil du Midi. Donc l'actualité est importante. Et je me suis rendu compte quand même que les réseaux sociaux étaient importants également pour le Réveil du Midi. À l'heure où le journal, le quotidien traditionnel est en perte de vitesse, alors est-ce un bien ? Et c'est vrai que je me suis rendu compte que vous réagissiez sur la rentrée scolaire, par exemple, qui intéressera Véronique, un petit peu sur la politique, sur un bon nombre de choses que vous ne faisiez pas obligatoirement sur l'hebdomadaire que vous sortiez. Si, on réagit depuis de nombreuses journées sur les événements locaux, sur les événements gardois, sur les événements nationaux, départementaux.
Mais on est plus présent, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Nous avons un site aussi sur lequel les principaux articles du journal de l'hebdo sont présents. Un bref résumé pour donner envie aux lecteurs de s'abonner ou d'acheter notre hebdomadaire. Ça coûte combien pour s'abonner à ce... 45 € l'abonnement annuel, Oui. 1 € le magazine. Mais il est dédié à Limité. qui ce genre d'hebdomadaire en général? L'hebdomadaire, il est dédié à tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de sujets qui intéressent le citoyen lambda. Bien sûr, c'est un journal d'annonce légale et d'information générale. C'est pour ça que nous avons tous les articles qui peuvent intéresser tout le monde. Annonce légale, ce qui veut dire, c'est tout ce qui a trait à la vie d'une société. Et puis aussi les communautés ou les mairies nous font passer leurs appels d'offres, enquêtes publiques. Donc etc. il est diffusé à 5000 exemplaires, c'est ça? 5000 exemplaires. Donc comment vit-il ce journal? Vit-il que par la publicité? De la publicité, les annonces légales et les abonnements. D'accord, Mais un journal indépendant qui ne reçoit aucune subvention. d'accord, ni de la mairie par exemple, ni D'aucun politique. D'aucun politique. Mais Voilà. un peu comme nous alors. Et on refuse cela. J'ai toujours refusé. Oui, une liberté. Une liberté d'expression que se veut garder la presse. Combien de collaborateurs il y a dans Oreille Midi? 5 salariés Oui. et des pigistes. Et nous sommes en phase de recrutement de 2 postes sur des mi-temps. Donc ce voilà. qui fera un plein temps. Ce qui fera l'effectif à 6. L'avenir se présente bien. Oui, c'est vrai qu'on dit que la presse est en difficulté, mais comme on dit, il faut s'accrocher, il faut résister, et on se rend compte qu'encore les gens aiment feuilleter, consulter un magazine, et le papier encore a de beaux jours devant lui. Bien. Est-ce que vous allez couvrir? Est-ce que le journal va couvrir? C'est toi qui prends toutes les décisions, les articles. Il y a un comité de lecture? Je ne prends pas toute seule les décisions, donc on se partage la tâche, surtout avec Sophie Vanette, qui est sur des points, et donc elle nous soumet des sujets qu'elle s'apprête à traiter ou qu'on va couvrir, et on se rend sur les points de presse. Et vous allez couvrir les élections municipales? On va couvrir les élections municipales, mais nous, on ne va pas les couvrir au quotidien, bien sûr, parce que nous sommes hebdo. On va donner un aperçu, on va donner une tendance, on va donner les éléments que les candidats vont développer, etc., pour que chacun fasse un choix éclairé. Alors je parlais de Michel tout à l'heure, de Michel Monteil. Sachez que son exposition éphémère Vendange aura lieu au café Le Petit Moka à Nîmes, place de la Cathédrale, du 12 au 17 septembre. Voilà, ce sont tous les dessins inédits, hein, ils sont tous inédits. Et je serai présent demain matin à partir de 10h30 au café Le Petit Moka. Bien. Bien écoute, nous aussi nous y serons. Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Bon, le nombre de tirages est 5000, on l'a vu, il s'adresse un petit peu à tout le monde. Hein. Tout le monde. Bon. Et là, vous avez couvert la rentrée scolaire aussi. La semaine dernière, nous avons couvert la rentrée scolaire, exactement. Véronique Gardeur-Bancel. Alors, avant d'être adjointe, elle est infirmière libérale. Oui. Et ça, tu y tiens quand même. Absolument, c'est mon métier. Et depuis 2001, tu es engagée en politique. Oh, depuis bien avant. Mais à la mairie de Nîmes. À la mairie de Nîmes, élue depuis 2008. Oui. Voilà. Puis en 2008, conseillère municipale à la petite enfance. Tout à fait. En 2001, j'étais sur la liste, mais pas en position éligible. C'était D'accord. ma volonté. 2014, adjointe au conseil de quartier. Oui, tout à fait. Puis ensuite, Costière. Conseil de quartier Costière. Ensuite, tu récupères le... Président du conseil de quartier Costière. Voilà. Ensuite, tu récupères le poste resté vacant par Valérie Vauveran, qui a suivi son mentor Yvan Lachaud. Oui, il y a bientôt 2 ans. Bon, alors, revenons un petit peu à la vie scolaire, ce que tu fais. Donc, quel est le budget en général de l'enseignement, en général nîmois? Alors, c'est le 2e budget de la ville, 39 millions d'euros. Oui. C'est énorme, puisque nous avons 83 écoles. Donc, c'est important. Oui, et donc il doit se construire une autre école, non? Tu en parlais dans un papier récemment, là. Oui, alors nous avons plusieurs. Et quelles sont les ouvertures qui sont Alors, prévues? le projet phare de cette année, c'est l'ouverture du pôle éducatif Jean d'Ormesson sur le Mas de Meung. Donc, il y a eu un tout petit peu de retard. Donc, les enfants rentreront après les vacances de février sur une école flambant neuve en haut de la colline du Mas de Meung.
C'est un pôle éducatif qui est axé sur une autre vision de l'école. Voilà. C'est-à-dire hein. Il y a eu d'abord une étude par des scientifiques, voilà, des sociologues, sur le quartier. Cette étude s'est élargie ensuite avec une concertation avec les parents d'élèves, les associations du quartier, les enfants, les enseignants. Donc, ce pôle éducatif a été construit en écoutant tout le monde, en faisant des propositions. Et tout doucement, voilà, on est arrivé à l'idée de sortir cette école complètement du quartier, de la positionner sur un endroit phare et magique, parce que j'espère que vous serez là pour l'inauguration, mais moi j'ai eu la chance de visiter le chantier, et là encore c'est innovant, puisque dès le début de la construction de l'école, donc il y a eu la concertation avant, dans la conception, et dès le début des travaux, on a fait en sorte que les enfants et les parents et les enseignants visitent le chantier. Donc dès que ça a été possible, au tout début c'était compliqué, hein, parce que voilà, pour des questions de sécurité. Elle est prévue pour quand cette inauguration? Février. En février. Oui, en février. Oui, ça devait être janvier, mais c'est voilà. Parce que j'ai justement lu un de tes articles, Marie-Christine. Alors parmi les 12 833 élèves, là on parle de l'école populaire. Mais notamment, alors je retrouve notamment à Castanet, il y en a une à Castanet et à la Placette. C'est-à-dire que il y a eu des ouvertures de classes, Ah non, ça c'est et des différent. fermetures de classes, Ah voilà. mais non, on n'a pas parlé de Non, ça, l'école populaire. Ah bon? non, Alors, c'est c'est à l'école maternelle du quartier populaire de la Placette à Nîmes Oui, du quartier populaire, mais ça ne veut pas que dire se sont l'école rejoints les élus populaire. nîmois en plein marathon de la rentrée, etc. Parmi les 12 833 élèves. Voilà. Hein, c'est bien ça, C'est Ah ça, oui, je lis. parce que c'est un quartier populaire, voilà. Donc Et- le quartier populaire, ce n'est pas que la ZUP ou le chemin bas d'Avignon. ou la Non, Dingue. la Placette fait. est un quartier populaire où les gens aiment peut-être moins maintenant avec la télé ou etc. Mais c'était Se un réunir. quartier où les gens se réunissaient le soir devant la porte, etc. Et où on se parlait, voilà, par rapport peut-être à d'autres quartiers. Alors, il ne faut pas confondre quartier populaire et quartier en difficulté. Oui. Voilà, des ce choses sont des différentes. choses très différentes. C'est bien de le préciser. Absolument. Surtout que depuis bientôt 2 ans que j'ai eu la chance d'être en charge de cette belle délégation, c'est une délégation qui est très très large et qui donne une vision de territoire énorme, parce qu'on travaille avec déjà un outil qu'on a construit au service, parce qu'il ne faut jamais oublier les techniciens des services qui font un travail formidable et qui ont travaillé sur cet outil qui nous permet d'avoir une projection à 3 ans sur le nombre d'enfants qui vont arriver, sur Bien sûr. les configurations aussi des quartiers, et aussi parce qu'ils sont en lien avec tous les autres services. Il y a un grand travail de transversalité qui est énorme. Donc deux questions. Le dédoublement des classes, et est-ce favorable qu'un enfant puisse quitter le foyer maternel pour rentrer en classe à 3 ans? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Mesdames, vous qui êtes maman. Ben, personnellement, moi, lorsque mes enfants ont eu 2 ans et demi, j'ai souhaité les mettre en classe, à l'école. Donc j'avais des jumeaux et, comment dirais-je, ils étaient très complices Eh oui. et je travaillais. Donc c'était pas toujours évident de concilier les deux et de pouvoir les scolariser dès l'âge de 2 ans et demi. Et il y a déjà un certain nombre d'années, plus de 25 ans. Cela m'a permis justement de prendre cette responsabilité au sein du journal Le Réveil du Midi. Alors, le dédoublement des classes. Alors le dédoublement des classes, c'est un dispositif donc imposé par l'État, hein, puisque c'est le ministère de l'Éducation nationale qui impose aux communes d'organiser, hein, parce qu'il prend la décision, mais c'est les communes qui organisent et qui financent. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose d'important à dire sur ce sujet. Il a fallu le faire très vite, parce que l'État nous demandait rentrée prochaine. Donc c'est un programme qui s'est fait sur 3 ans. Par bonheur pour les collectivités et leurs finances, il y a une pause, puisque le ministre de l'Éducation nationale a reporté la nouvelle carte scolaire apparemment après les municipales, ce qui donne un petit peu de souffle au budget des communes. Mais c'est un gros budget pour Nîmes sur les 3 années successives, c'est de l'ordre de 800 000 €. Parce que aussi nous avons voulu à la ville de Nîmes
voilà, ne pas faire des paravents, ne pas faire, voilà, ce sont des vraies classes. Ouais. Je vous assure que ça n'a pas été facile parce Donc, que ce sera des classes à 12 ce sont élèves. des vraies classes à 12 élèves avec des tableaux numériques partout, dans toutes les Ah oui. classes. Voilà. Ils vont avec D'ailleurs, notre siècle. ça ne va pas être puisque c'est acté sur le dispositif, nous l'avons fait. Nous avons réellement voilà, fait toutes les classes dédoublées avec des vraies classes. Et c'est vraiment, encore une fois, un grand remerciement à tous les services qui ont fait un travail énorme. Tu voulais développer autre chose tout à l'heure quand je te Tout posais à fait. Je voulais juste développer ce que... vous savez, j'ai pris cette délégation et justement, je me suis rendu compte que les communes avaient de grosses difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir les baisses de dotation de l'État depuis ces dernières années. Et ces dispositifs, qui, attention, hein, sont pertinents. Et il est hors de question de remettre en cause les dispositifs de dédoublement de classe, parce que quand il s'agit de la réussite scolaire, la ville de Nîmes en particulier a toujours été même précurseur, puisque à chaque fois on n'obtient pas les financements d'État parce qu'on a déjà appliqué plein de dispositifs. Mais on se rendait compte que ça devient très compliqué parce qu'à Nîmes nous avons 83 écoles. 45% de ces écoles sont en dispositif réseau d'éducation prioritaire, simple ou renforcé. Mais le reste non. Ces écoles, elles sont de tout type. On en a des récentes. On parlera des futures écoles aussi qui sont dans les projets qui sont actés, hein, qui vont voir le jour. Mais on a des vieilles écoles type Jules Ferry, on avait des écoles type Pailleron. Donc depuis 2001, on a voulu reconstruire et restructurer beaucoup d'écoles. On en est à 15 actées, hein, celles qui vont voir le jour seront supplémentaires. Mais c'est énorme au niveau financier, énorme. Donc à un moment donné, il y a des écoles anciennes qu'on ne pouvait plus, dont on ne pouvait plus faire les travaux, pas parce qu'on ne les avait pas budgétés, on les avait budgétés à la ville, parce que nous, notre budget, il est voté en décembre, mais l'État nous obligeant à faire les dédoublements de classe, entre autres, hein, parce qu'il y a eu autre chose comme dispositif, notamment à la rentrée 7-6 et l'école à 3 ans, où il a fallu revoir des dortoirs, faire des travaux, acheter des lits, donc c'est pas simple. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus refaire des toits de certaines écoles parce que ces gros travaux doivent être faits l'été et que toutes les équipes étaient vraiment concentrées sur ces travaux-là, ne pouvaient pas faire les autres. Le projet du Mas Lombard, tu nous en parles un peu plus? Non, mais je voudrais juste amener une précision pour finir juste, et je vais être très concise. Donc du coup, nous avons fait passer une délibération au conseil municipal il y a quelques mois, une motion pour le gouvernement, pour dire que la ville de Nîmes, sans remettre en question le bienfait des dispositifs, mais sans compensation financière et surtout sans neutralisation de ses budgets, parce que juste pour informer les Nîmois et les Nîmoises, l'État a obligé les collectivités à ne pas dépasser les 1,2% de dépenses de fonctionnement. Dans une commune, la dépense de fonctionnement la plus énorme, c'est l'école. C'est l'éducation. Donc, on ne peut pas à la fois imposer aux communes de faire des travaux sans compensation financière et ne pas supprimer ces dépenses supplémentaires de son fonctionnement. Donc, on attend la réponse de l'État. À ce jour, il n'y en a pas. J'ai d'autres questions, parce qu'il nous reste 5 minutes. Le coût d'un repas à la cantine? Alors, le coût d'un repas à la cantine, pour la ville, c'est 12 €. Nous avons fait un choix depuis 2009. Et pour les parents? Alors pour les parents, ça va de 1 € à 7 €. 1 € c'est le prix plancher, 7 € prix maximum. Sachant que tout est calculé sur non seulement le revenu des parents, mais le nombre de personnes à charge dans la famille. Pour que vraiment ce soit au plus juste et le plus équitable possible. Sachant que sur Nîmes, on a 50% d'enfants scolarisés qui mangent à la cantine. Sur ces 50%, énormément dans les quartiers prioritaires et REP et REP+, et quasiment 67% sont à 1 €. On pourrait dire que c'est l'un des principaux repas qu'ils prennent, ces enfants. Souvent. Alors, là aussi, je voudrais amener une précision sur justement mon constat depuis 2 ans. C'est qu'on met beaucoup l'accent sur les quartiers REP, REP+, qui sont des quartiers en grande difficulté et fragiles, d'où vous avez entendu l'accent qu'on a voulu mettre sur les cités éducatives sur Pissevin-Val-de-Gour. Mais moi, j'ai réalisé aussi, en tant qu'élu, qu'il y a d'autres quartiers qui ne sont ni
réseau d'éducation prioritaire, ni même politique de la ville, donc ne disposons pas de ces dispositifs d'aide qui sont très paupérisés, notamment les centres-villes. Et ça, sur une étude toute simple, en travaillant avec les services d'éducation, notamment les services restauration, puisqu'on en parle, où vous avez sur ces restaurants scolaires du centre-ville qui sont remplis, de chez remplis, et où les enfants mangent tout. Quand un enfant mange tout, c'est qu'il a faim. Justement, quand un enfant mange tout, il y a du porc dans les cantines? Alors oui, très peu, je crois. Alors en moyenne, je crois que c'est une fois par mois. D'accord. Voilà. Très bien. Mais il n'y a pas c'est pas des repas halal. D'accord. La cantine bio? Ah, ça c'est un sujet qui m'intéresse. En tant qu'infirmière, bien sûr. Voilà, donc nous Toi avons... aussi, ça t'intéresse, hein? Tout à fait. Ah, tout à fait. Alors là c'est un sujet merveilleux, parce que c'est vraiment l'accent que Monsieur le maire voulait mettre à l'occasion de la reconstruction, pas de la reconstruction, de la réhabilitation de la cuisine centrale en 2009. On est parti donc sur une nouvelle idée, et puis surtout aussi une personne qui est arrivée au service, qui venait du privé, et qui est formidable, voilà, je ne sais pas si je peux la nommer. Je peux la nommer Anne-Sylvie Charmasson, qui est une personne exceptionnelle. Ah, il faut venir du privé pour être performant. Non, mais elle avait des idées. Bien sûr, elle avait des idées. C'est la personne qui est formidable. Et elle est allée voir le maire. Elle a développé on a développé le partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec le délégataire de service public. Alors, dans un premier temps, le délégataire qu'on avait, dont je tairai le nom, c'était pas facile et c'était pas possible. Depuis 2017, on a un nouveau délégataire de service qui a suivi, qui est une société familiale, dont le siège est au-dessus de Lyon, qui était tout à fait dans cet esprit, et on travaille ensemble. Donc, c'est une convention tripartite ville, société de délégation de service public, chambre d'agriculture. Et à la fin, c'est du gagnant-gagnant. On a 30% de bio local France. C'est bien. Un petit peu comme le marché des agriculteurs, chez qui nous allons faire une émission la semaine prochaine. Puisque nous travaillons ensemble. Eh bien, parfait. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Marie-Christine? Peut-être pouvez-vous nous dire un petit bilan rapidement après cette rentrée, 10 jours pile, après la rentrée des classes. Est-ce que vos objectifs ont été remplis? Est-ce qu'il y a encore des petites choses à faire? Alors oui, il y a des difficultés. Nos objectifs ont été remplis, et c'est pas facile là encore, puisque vous savez, je pense que la loi est passée, je crois le 26 août ou le 28 août, la loi pour la classe obligatoire à 3 ans, que le décret a suivi donc avant la rentrée, mais juste avant la rentrée. Donc nous avions bien sûr anticipé, nous avions été dans toutes les écoles, constater si les dortoirs étaient adaptés, ce qui n'était pas toujours le cas, dans la mesure où on aurait beaucoup plus d'enfants. Alors sachant que notre outil de projection fait qu'on savait quand même que le gros des enfants de 3 ans étaient scolarisés. Donc on a une marge de 3 à 5% supplémentaire, ce qui représente sur la ville de Nîmes à peu près entre 50 et 70 enfants. Le souci était le décret, puisque dans le décret, on parle d'obligation scolaire et de temps scolaire matin et après-midi. Donc on n'avait pas de vision de savoir si l'enfant resterait à la sieste ou pas. Là était le problème. Donc les services ont bien géré. On sait qu'on a encore des ajustements à faire. Voilà, mais c'est normal. Eh bien, je vous remercie, mesdames, d'être venues dans cette émission ce matin au restaurant le W. Merci, Marie-Christine. Tout le plaisir a été pour vous, que tu nous accueilles. Et puis, bonne continuation, hein. Bon vent, parce que cette année va être chargée. Et souhaitons un bon vent, c'est vrai, à la presse écrite. À la presse écrite, nous la défendons. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut même faire avec. Même si nous nous sommes mis aussi à la Nous dématérialisation. vivons avec notre époque. Exactement. Véronique Gardeur-Bancel, merci à toi. Ah, merci à vous. Merci à vous, parce que c'est toujours passionnant. Alors je sais que je parle beaucoup. Tu parles beaucoup. Mais